Génial! Bonjour les lumineux amis. Il est 18h05 et ça fait 5 minutes que je vous parle sans le son. Et sans avoir lancé l'enregistrement, Mel ne me tape pas sur les doigts. Mel, c'est l'agence Up, celle qui organise ces conférences. Alors, bah, c'est parfait en fait. Parce que de toute façon, comme j'avais décidé de lancer un live sans préparation, sans cadre, sans structure, et de me laisser complètement emporter par l'intuition et l'inspiration. Perdre 5 minutes, c'est pas les perdre, c'est juste me reconnecter avec, ce que je voulais dire et être capable de le dire à nouveau, sous l'effet de l'intuition. Le sujet du jour, c'est le discernement et quand j'ai entendu le mot discernement, la première chose qui m'est venue, c'est comment utiliser le discernement pour apprendre à s'orienter dans le monde. Et une petite voix a tout de suite dit: «Non, non, pas le monde extérieur, le monde intérieur». Alors c'est pas étonnant, parce que le monde intérieur et la conscience de son monde intérieur, eh bien c'est mon sujet de prédilection. C'est mon dada, c'est ma passion. Je vous en parle tout le temps. Discerner, c'est quoi? Ce que j'entends moi dans le mot discerner, d'abord c'est cerner et dit pour diviser, pour séparer. Et donc ça reviendrait à cerner, alors ce qui me vient avec cerner, c'est cerner les contours. Les contours de moi. Et vous voyez d'ailleurs, on voit bien que je me détache du fond. Les contours du reste, du monde extérieur. Les contours de vous. Alors évidemment, c'est utile de savoir se repérer, s'identifier et se désidentifier des autres. Repérer qui l'on n'est pas. Mais quand je me connecte au mot discerner, ce qui vient plus fort encore, c'est discerner à l'intérieur. Ah! Alors là, c'est plus compliqué. Parce que discerner mes contours, c'est assez facile. Je les vois, je vous vois, je me vois. Je vois le monde dehors, je vois le chien, le chat. Je sais que c'est pas moi. Je peux me distinguer de ça. Je peux exercer mon jugement, mon esprit critique. Jugement entendu, avoir du jugement, avoir de la jugeote. Mais quand il s'agit de l'intérieur, comment je fais? Et d'ailleurs, il y a quoi à discerner? Ce qui est à discerner à l'intérieur de soi, c'est un champ d'information vaste, multiple. Nous sommes faits d'un champ d'information. Nous sommes un champ informationnel. À l'intérieur de nous, tout un tas de signaux, de messages, des signaux électriques, nerveux, avec notre système nerveux central, notre cerveau et toute la conduction d'informations qui part de lui en passant par notre moelle épinière pour aller alimenter tous nos centres. Information émotionnelle. Celle-là, vous la connaissez bien parce que c'est celle qui parfois vous submerge ou que vous cherchez à contenir ou au contraire que vous cherchez à vivre, à exprimer et à partager avec d'autres. Celle-là, c'est la plus repérable. Un bien repérable aussi, l'information, les pensées.
Alors celles-là, vous pourriez même avoir l'impression que ce sont les plus importantes de votre vie, que c'est avec elles que vous maîtrisez votre vie, que vous entrez en relation avec le monde. En fait, non. Les pensées, c'est toute une construction mentale à l'intérieur de votre tête, mais c'est pas très réel en fait. Les émotions sont plus réelles. Le corps est plus réel. Autres informations qui vous composent et qui se rapprochent pas mal des pensées, ce sont les croyances. Vous savez, ces pensées que l'on a figées et transformées en direction de conscience. Parmi les croyances, il y a beaucoup aussi de conditionnement. Dans ma famille, on est comme ci, on fait comme ça. Moi, j'ai toujours été timide, c'est normal, je vais le rester. Toutes ces informations issues de la culture, de l'école, des schémas familiaux, des exemples non dits, mais si vos parents vous ont transmis par exemple un type d'attachement qui a du mal avec les démonstrations affectives, eh bien dans votre champ d'information, il y a les démonstrations affectives, c'est pas OK. Alors vous allez mettre en place tout un système de croyances, de pensées, qui va valider le fait que c'est pas OK. Et puis de toute façon, émotionnellement, si jamais vous essayez de mettre en place une démonstration affective, ou si on vous en fait recevoir une, eh bien votre système nerveux va activer les zones warning. C'est dangereux parce qu'on vous a transmis par l'exemple ou par la parole peut-être, par des reproches, peut-être juste un regard, une indifférence, que c'était dangereux d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa passion, son amour, sa tendresse. Alors vous n'allez pas le faire. Et c'est ça qu'il est important de discerner en soi, en fait, parce que tout cet amalgame de conditionnement, de croyances, de culture, d'enseignements reçus, de transmission, d'éléments traumatiques transgénérationnels inscrits dans votre génétique. Vous savez que aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous savent que la science nommée épigénétique a montré que nous sommes porteurs d'informations traumatiques à un niveau cellulaire, au niveau de nos gènes, qui vont exprimer ou pas la maladie, par exemple. Donc ça, c'est en nous. Et en nous, il y a aussi une autre partie qui est le besoin de créativité, le besoin de vitalité, d'expression de soi. En nous, il y a une part complètement libre qui veut vivre cette liberté, qui veut être qui elle est, le vrai vous. Et là, conflit. Conflit, et c'est ce qui fait qu'il y a un chaos intérieur. Il y a un chaos entre les parts de vous qui veulent être qui je suis, pour autant que ça veuille dire quelque chose, et les parts de vous qui disent ah non, 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 mais là, surtout pas. Jamais de la vie. Parce que si tu es ce que tu es en train de nous proposer d'être, on est en danger. Je vous parle souvent du trauma, mais pour moi, c'est ça le trauma. Le trauma, c'est l'ensemble informationnel qui a de multiples sources, hein. Il y a des traumas, en fait, des éléments traumatiques au début de votre vie, in utero, dans votre épigénétique, et même bien plus loin que ça, ont à un moment donné formé une information répétitive et de danger, de grand danger.
Et cette information de danger, lorsque vous êtes en train de vivre une situation de votre vie dans laquelle vous essayez de vous déployer, de montrer qui vous êtes, d'être le vrai vous, au moment où vous allez engager une action, une pensée, un projet qui vient résonner avec une mémoire traumatique, vous entendez la sirène? Voilà. Il y a une sirène qui s'active quelque part là-dedans, dans votre système limbique. Et très rapidement, tout le système se met à s'organiser pour que vous ne puissiez pas engager l'action, le mouvement, l'intention, qui pourrait mettre ce système en danger, en tout cas d'après lui. Mais ce système que vous avez à l'intérieur du cerveau, en fait, il a très très peu d'informations. Il a des informations qui correspondent un petit peu comme si, imaginez, euh, imaginez à l'intérieur de vous une salle des commandes avec des caméras et puis des vigiles sont là pour surveiller que tout aille bien. Et en base de référence, ces vigiles, ils n'ont que des petits bouts de film en noir et blanc, très anciens, mais sur lesquels telle situation donne tel danger mortel. Ils ont que ça en base de référence, les fois où ça a été dangereux. Le reste, ils s'en foutent. Eux, leur boulot, c'est votre survie. Dans votre base de référence, dans votre centre vigie, euh, par exemple, tomber amoureuse dangereux. Hmm, parce que bah, peut-être chez vos ancêtres, il y a quelqu'un qui a eu un tel chagrin d'amour qui ça lui a brisé le cœur et il en est mort d'une crise cardiaque. Développer une entreprise, réussir, gagner de l'argent, c'est dangereux. Parce que, comme un client que j'ai eu un jour, un de ses ancêtres avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, une grande fortune. Et donc la famille entière vivait sur la fortune de cet ancêtre. On était connus, on était prospères. Et puis un jour, il y a un grand-père qui a tout flambé. Il a tout cramé. Il a ruiné la famille. En fait, il s'est ruiné, mais en se ruinant, il a ruiné tout le patrimoine de la famille. Eh bien, ce client, par exemple, était incapable de se faire payer pour les prestations qu'il assurait. Et il avait, me disait-il, c'était son expression, j'ai plein d'argent dehors. Ce qu'il voulait dire par là, c'est, il y a plein de gens qui me doivent de l'argent. Et quand je lui demandais, mais tu leur as réclamé? Ah ouais, mais tu comprends, non, je peux pas. Enfin, si, mais le mec il m'a dit qu'il allait me payer. Oui, trauma. C'est le même trauma qui peut faire. Bah, tenez, je vais parler de moi. Moi, pendant des années, mais jusque peut-être l'année dernière, lorsque je me promenais dans la rue et lorsque je croisais un homme, c'est-à-dire bah, très souvent, hein, c'est quand même une bonne moitié de l'humanité. Si j'étais seule, si c'était une heure un peu tardive, si j'avais l'impression que personne ne pouvait me voir, eh bien, il y avait la pensée que je risquais de me faire violer. Truc de dingue. Tout le temps, toute ma vie, dans pas mal de circonstances. Et quand j'ai eu trouvé les mémoires d'enfance, mais pas seulement, la mémoire du viol est quand même unanimement partagée par beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Mais quand j'ai eu nettoyé ces espèces de mémoires collectives, mais aussi mes mémoires individuelles d'abus, physiques, sexuels, d'attouchement, de gestes inappropriés, de regards inappropriés. Et puis oui, il y avait quand même deux, trois expériences vraiment d'agression.
Eh bien, aujourd'hui, je peux marcher dans la rue, il n'y a plus les warnings. C'est pas que je ne vais pas me faire violer, ça peut arriver encore. C'est dans le champ des possibles. Le viol fait partie des violences infligées aux femmes depuis toujours. Peut-être que j'y suis toujours exposée, bien sûr, mais j'en ai plus peur. Et la nuance est de taille. Parce que ça ne peut plus venir, ce n'est plus une information qui va, par exemple, m'empêcher de déployer quelque chose qui implique de me déplacer un soir ou de marcher seule dans un quartier sans humain, sans vie. Vous savez, ces quartiers, c'était quand même typiquement les endroits où il y avait les grands immeubles, les, les immeubles industriels. Moi, ça me créait un stress. Donc, je pense que c'est... Voilà, j'ai nettoyé la mémoire, elle est partie. Donc, vous voyez, vous êtes fait comme moi, hein, je ne connais personne qui y échappe, d'informations dont certaines sont des traumas. Des conditionnements, des traumas, des loyautés familiales et un désir d'expansion, un désir de libre expansion, de liberté d'évolution. Donc conflit. Et c'est ça le chaos intérieur. Le chaos intérieur, c'est quoi? Plus la part de vous qui veut vivre librement et se déployer et être qui je suis pousse, tape, crie pour sortir, veut se développer. Et plus vous faites d'actions dans ce sens, c'est-à-dire vous prenez votre courage à deux mains et puis vous y allez, et vous montez une entreprise, vous faites un coming out, vous décidez de tomber amoureux, et tant pis si avant ça il y a eu des expériences malheureuses, vous redonnez sa chance à l'amour. Mais là, s'il y a encore un trauma caché, l'activation de la salle de contrôle avec les vigiles fait qu'ils vont fermer toutes les portes. Ils vont fermer toutes les portes, ils vont inonder la zone pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Euh, et vous allez vous retrouver en fait dans un chaos intérieur complet parce que toute la part de vous qui était dans un élan d'expansion va se retrouver à ne pas comprendre ce qui lui tombe dessus parce qu'évidemment tout ça, c'est pas visible. C'est votre inconscient qui travaille. Et puis tous les projets vont s'arrêter. Alors, ils vont pas s'arrêter d'un coup. Il va y avoir un truc, un autre, une épreuve, une peur, un machin, mais ça va s'arrêter. Vous allez aller voir quelqu'un, vous allez lui parler de je comprends pas, je me sabote, j'ai l'impression que c'est ma faute, j'aurais dû mettre en place des actions, je n'ai pas réussi, je procrastine. Vous allez même avoir de la malchance, vous allez peut-être même vouloir accabler l'extérieur, ça va être la faute d'un fournisseur, la faute des clients, la faute du marché. En tout cas, vous allez vous planter. Mais la réalité, c'est que s'il est dangereux de réussir, ou s'il est dangereux de tomber amoureux, s'il est dangereux de monter sur scène, ou s'il est dangereux d'être soi, s'il est dangereux d'affirmer que l'on est médium, par exemple, que l'on capte des informations de l'invisible, euh, s'il est dangereux d'affirmer qu'on est sensible, qu'on se sent vulnérable, dangereux de déployer son féminin, ou au contraire, dangereux d'affirmer son yang, eh bien, vous aurez beau vouloir le faire, il va y avoir cette sensation de résistance, d'incompréhension, de confusion et de chaos intérieur. C'est la salle dans laquelle il y a les vigiles qui a appuyé sur tout un tas de boutons pour vous protéger. Donc, la première chose à faire au quotidien, sans attendre ces situations-là, c'est d'exercer son discernement, mais j'ai envie de dire minute par minute. Avec l'expérience, moi, j'arrive à exercer ce discernement pendant la crise. Et c'est ce que j'ai fait lors des lives précédents que j'ai tenté de faire, j'ai été gagnée par des peurs qui font que je n'arrivais pas à faire mon live.
Alors j'arrivais à le faire, mais à un coût émotionnel, énergétique qui était juste beaucoup trop dispendieux. Et puis de toute façon, ça donnait un résultat qui était moche. Donc j'ai observé en temps réel quelles sont les pensées qui me traversaient, quelles sont les émotions que mon corps ressentait, euh, quels étaient les signaux paraverbaux que j'envoyais, que je vous envoyais. Ils sont importants, ceux-là, parce qu'en fait, ils envoient des informations de sécurité ou d'insécurité au cerveau. Euh, j'ai pu observer quelles étaient les croyances qui étaient à la base. Et tout à l'heure, j'en ai parlé en faisant un live en direct. J'avais la croyance que pour faire un live, je devais à tout prix faire les choses d'une certaine manière, très cadrée, structurée, avec un plan, avec un support. Et j'avais préparé un cadre, un plan, un support. À part que ça ne me convient pas à moi. Mais j'avais cette croyance parce que j'ai tout un historique, moi, depuis mon enfance, euh, où ma manière de fonctionner, qui peut paraître chaotique, me conduit à des échecs dans certains domaines. Et toute mon enfance, en fait, j'ai subi de la dureté, voire carrément de la maltraitance en raison de ça. Donc, qu'est-ce qu'elle avait décidé, la petite Sophie, à l'intérieur? Elle avait décidé que ben, quand elle allait faire quelque chose, notamment en public, ça allait être nickel. Mais nickel façon les gens qui y arrivent à avoir de la structure, de l'organisation, le plan en 3 parties, le petit PowerPoint qui va bien. Et le trauma me conduisait à me replacer exactement à l'endroit qui m'avait valu la blessure, c'est-à-dire à essayer d'être qui je ne suis pas. J'ai pu identifier ces différents facteurs. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, parce que ce trauma-là, il est ancien. Il avait produit beaucoup de... Il s'était enraciné dans beaucoup de domaines de ma vie. En souterrain, il m'activait dans beaucoup d'endroits, professionnels, mais aussi personnels, dans un petit peu partout en fait. Et j'avais à peu près réglé une grande partie des domaines où il m'active, mais il me rattrapait, mais alors puissance 1000 en live. Pourquoi? Ben parce que je ne sais pas qui est en train de me regarder. Et en fait, vous pourriez faire partie des persécuteurs que j'ai connus enfant. Alors bien sûr, non, hein. De toute façon, je ne serai plus aujourd'hui vulnérable à ça, mais pour une part de moi qui est bien refoulée, bien inconsciente, là, derrière la caméra, vous qui me regardez, vous êtes peut-être Madame T, mon institutrice de CE1, qui m'a pourri la vie à un point inimaginable. Et je pense aujourd'hui, et en fait je le réalise en vous le disant, que c'est peut-être ça qui me mettait dans tous mes états en live. Euh, Premièrement, d'avoir tenté de structurer mes pensées alors que ma pensée ne se développe pas de manière euh, linéaire et cadrée, mais se déploie de manière arborescente en faisant des boucles et en rebouclant et en rebouclant et en rebouclant. Ce qui peut parfois m'éloigner pas mal du sujet, mais je finis quand même par y revenir. Et puis surtout, je m'en éloigne en passant par des chemins qui sont vachement chouettes, intéressants. Donc il y avait cette première chose qui était de m'infliger de faire les lives d'une manière qui n'était pas la mienne. Et il y avait cette deuxième chose que je réalise en vous parlant là à l'instant, mais qui est liée avec la première, qui est que là, derrière la caméra, il pourrait y avoir quelqu'un qui m'a persécuté quand j'étais môme pour avoir ce fonctionnement différent, mon fonctionnement à moi. Et donc, exercer le discernement, c'est, ça demande d'abord un préalable indispensable et qui n'est pas du tout facile à atteindre, qui est ne pas juger ce que l'on observe chez soi.
franchement, les premières fois que j'ai fait des lives et où je me suis sentie complètement en détresse, je me sentais nulle. Je voyais bien que j'étais en train de foirer ce que j'avais prévu dans les grandes largeurs. Et puis, c'était très frustrant parce que tout ce que j'avais préparé qui était chouette, je n'arrivais pas à le délivrer. Et j'étais à 10% de mes capacités. Et puis en plus, de toute façon, pour être sûr que personne ne le voit, je communique pas sur les lives, comme ça, il n'y a pas de public. Enfin bon, ça sert à rien, quoi. C'était une grande perte d'énergie. Mais comme j'ai pris cette habitude de ne pas me juger, je me voyais vivant ça, je me voyais me disant, bah non, oh là là, oh, c'était pas bon, oh, t'as pas été bonne. Mais sans jugement, sans... Je me voyais me juger tout en ne me jugeant pas de m'être jugée. Je sais pas si vous me suivez, mais je crois que vous me suivez. Et donc, ça a permis que je ne parte pas dans une stratégie d'évitement ou qui aurait pu être, bon, ben, le live, c'est pas pour moi, j'arrête, j'en fais plus jamais. C'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Donc là, j'aurais construit tout un discours avec des croyances que c'est pas pour moi. Ça m'a permis d'éviter aussi d'accuser la technique, Zoom, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon ordinateur, j'ai pas les bons habits, j'ai pas mis les bonnes boucles d'oreilles parce que ça aurait pu être ça aussi, hein. Une de mes stratégies aurait pu être ça. J'ai pas le matos. Euh, Ça m'a permis aussi d'éviter de me remettre une couche de confrontation avec quelque chose que je ne sais pas faire en, en allant me former à comment faire un live structuré, en améliorant encore, en passant encore des heures à faire des PowerPoint, en mettant, je sais pas, un prompteur, en écrivant tout à l'avance. J'aurais pu aller là-dedans, c'est-à-dire de la stratégie du contrôle. Mais comme je me suis vue fonctionner, comme je sais, je me suis vue être tentée par chacune de ces stratégies. Je l'ai vue parce que comme j'étais pas dans le jugement, j'ai pu accueillir ce qui se passait, j'ai pu m'accueillir dans ma difficulté et dire ouin, ouin, j'ai raté mon live. Ok Sophie, t'as raté ton live. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vis quand tu es en live? Ben voilà, je vis ça, il se passe ça. Mais tu sais, je vais faire ça, 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 et ça va mieux marcher après. Attends, attends, attends. Recule. Prends un pas de recul. Qu'est-ce que tu sens quand tu es en live? Comment c'est? C'est à quel endroit de ton corps? Et dans les autres domaines de ta vie, dans des circonstances similaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Et si tu mets en place, ah, tu me dis, je vais mettre en place ça, ça, ça. Ferme les yeux. Connecte-toi avec toi et imagine que tu mets en place ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Ah, je vois que ça m'épuise. En fait, c'est pas mon truc. Ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Je vais dépenser de l'argent et du temps. Je vais toujours pas y arriver. Et là, je vais vraiment, vraiment aggraver en fait ce sentiment d'échec. Ok. Et là, lâcher prise. Est-ce que tu veux continuer à faire des lives? Oui, je veux continuer à faire des lives. Pourquoi? Parce que je veux me rencontrer dans cette aisance que je sais avoir par ailleurs lorsque je suis face à un public. Je l'ai. Si tu me mets sur une scène avec des vrais gens, je peux repérer qu'il n'y a pas un de mes persécuteurs dans la salle. J'arrive avec quand même pas mal de stress et tout, c'est chaud quoi. Mais j'y arrive. J'ai déjà chanté en public avec un micro, un petit groupe derrière, en amateur, mais je l'ai fait. Donc, c'est quelque chose que je sais pouvoir faire. Et puis, en plus, j'ai envie de cette rencontre. C'est tellement chouette. Moi, j'aime tellement écouter des gens en live qui me délivrent comme ça leur, euh, leur savoir, mais pas que leur savoir, tout leur être qui est là et qui communique avec moi. Et je remarque que quand j'écoute quelqu'un en live, c'est un type d'écoute qui me permet de recevoir, c'est un peu comme si je baignais dans un champ d'information où il n'y a pas seulement les mots que dit la personne,
l'orateur, le conférencier, il y a tout son champ qui communique avec le mien. Donc il y a de l'information invisible qui passe. Euh, et en plus, je sais me connecter à ça chez moi. Je sais me connecter avec, me centrer, m'aligner. Et je sais faire canaliser de l'info et la retransmettre. Donc, renoncer au live, c'est renoncer à ça. Et là, no way, quoi. Pas question. Ok, Sophie, tu veux pas renoncer au live. Tu as des super bonnes raisons de vouloir y aller. Donc, il ne s'agit pas de t'acharner par principe. Et là, j'ai pu identifier que mon désir de poursuivre les lives était écologique pour moi. Vous voyez, avec ce dialogue intérieur, je dialogue avec moi-même. Alors, ça ne se passe pas exactement comme je vous le montre. Là, je vous l'illustre avec grand soi, petit soi, mais c'est beaucoup plus une espèce de dialogue intérieur qui est là et dont je monte le volume quand il est là, en fait. Quand ce sont ces sujets-là sur lesquels ma pensée, mon mental revient en boucle, je monte le volume et je dis, ah, là c'est intéressant, écoutons ce qui se dit. Et je participe activement avec les parts intuitives de moi à la conversation qu'entretiennent mes parts inconscientes, mon mental, autour de ce sujet qui les chagrine, hein, du live. Donc quand j'en suis là, je renonce aux stratégies avec mon discernement. Donc j'exerce mon discernement, d'abord absence de jugement, ce qui permet de mettre en place mon discernement. Discernement mis en place me permet de me repérer dans mes peurs. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, j'ai exercé mon discernement en direct avec vous tout à l'heure, parce que je n'avais pas du tout encore identifié que je pensais qu'il y avait mes persécuteurs, autrices, derrière l'œil de la caméra. Bon, ça, c'est une information majeure pour moi, mais énorme. Parce que là, même s'il y avait mes persécuteurs et mes persécutrices derrière la caméra, je peux leur envoyer une dose d'amour comme ça et, et continuer, quoi. Bon, je suis plus la petite fille, donc c'est OK. Donc, je me suis perdue, je crois qu'on était là. 4, j'ai pu identifier aussi que renoncer à faire des lives n'était pas écologique pour moi, c'était pas OK. Ce serait frustrant et ce serait un éteignoir. Ce serait éteindre une part de moi qui a envie de rayonner à cet endroit-là, parce qu'elle sait qu'elle peut. Peut-être même qu'elle sait qu'elle doit. C'est un endroit où, si je deviens bonne, je vais pouvoir transmettre tellement d'infos qui, je vois bien vos réactions sur mes écrits que vous avez envie de les avoir, ces informations-là. Moi, je les ai. Elles s'écoulent de moi à flot. Il y en a trop pour que je les garde pour moi. Donc, si j'arrive à les transmettre également à l'oral, mais quelle grâce pour moi. Donc, on en était au 4. 5, je sais que les stratégies d'évitement, de refoulement, de me planquer, seront pas les bonnes. 6, je sais que les stratégies d'aller dans le contrôle pour essayer d'être quelqu'un d'autre que moi, c'est-à-dire d'acquérir des compétences qui ne viennent pas coïncider avec mes zones de flow, mes zones de génie, mes zones de talent naturel, euh, je vais perdre du temps, de l'argent, beaucoup d'énergie et je serai frustrée. Et donc, j'aggraverai la boucle du début qui était un sentiment d'échec. Vous voyez les étapes? 1, je peux même en rajouter une 8e. 1, j'observe dans quoi je suis, les émotions, le sentiment d'échec, la tentation de me dire je suis pas bonne, machin. 2, je ne me juge pas, je m'accueille. 3, je commence à appliquer mon discernement. 4, sur mes émotions. 5, sur mes pensées. 6, sur ce que je croyais être vrai. 7, sur mes stratégies d'avant. 8, sur les autres stratégies d'avant, celles du contrôle. Je fais étape par étape. Et vous voyez, là, je vous raconte un processus qui a commencé le mois dernier, lorsqu'au cours du live, je n'ai pu que dire, voilà, j'y arrive pas. J'étais là devant la caméra, j'y arrivais pas. Ça servait à rien, j'y arrivais pas. Et j'ai fait les 3 premières étapes d'un coup, c'est-à-dire que je me suis pas jugée, j'ai accueilli l'émotion. Et, et je suis rentrée dans un nettoyage émotionnel.
Si vous ne savez pas faire du nettoyage émotionnel, c'est pas grave. D'abord, un, ça s'apprend. De deux, vous pouvez aussi venir voir des gens comme moi. Là, je parle pour ma chapelle, hein. Moi, je sais le faire. Mais il n'y a pas que moi, hein. Moi, je sais bien le faire. Mais toutes ces étapes avant, qui consistent à s'accueillir, s'observer, s'accueillir, ne pas se juger, exercer son discernement pour comprendre ce qui est à l'œuvre, s'observer partant dans des récits, des histoires qu'on se raconte sur le sujet, mais qui sont fausses. Parce que si elles étaient vraies, ça fait longtemps qu'on serait sorti par le haut de ce problème-là. Si on est toujours en boucle dedans, c'est que tout ce que le mental nous raconte à ce sujet est faux. Ça suffit pas. Histoire que je me raconte, pensée, croyance, stratégie. Aller cueillir au fond de moi quel est le réel désir derrière ça, qui sous-tendait ça. Si je m'étais aperçue que je fais des lives pour faire comme tout le monde, mais qu'en fait, c'était pas du tout ma zone de génie, je les aurais arrêtés. Ça aussi, c'est exercer son discernement. C'est est-ce que je m'arrête parce que je me sens nulle ou est-ce que je m'arrête parce que je n'ai pas du tout aucun intérêt énergétiquement parlant à emprunter cette voie qui ne me convient pas, qui n'est pas un de mes médias pour m'adresser au monde. Euh, je vais prendre un exemple précis, mais Facebook, c'est facile pour moi. Instagram, je comprends rien. Mais j'observe que ça passe beaucoup par du visuel. Mais moi, j'aime faire des visuels. Donc peut-être qu'Instagram, c'est pour moi, mais là, j'ai effectivement un effort d'apprentissage et une courbe d'apprentissage technique à faire pour en comprendre les arcanes. Et peut-être que ça va être très simple pour moi de jouer avec puisque j'aime faire des visuels. Je fais mes propres photos. Tous mes posts sont illustrés par mes propres photos. Euh, En revanche, par exemple, il y a des façons que l'on a de présenter ses produits et ses accompagnements en ligne, qui est de contacter les gens en message privé, de leur dire salut, comment tu vas? Voilà, je t'explique ce que je fais. J'aurais remarqué qu'on avait des centres d'intérêt en commun. J'ai remarqué que tu avais publié ci ou ça. Tu sais, moi, je suis coach, je suis psychopatrice, praticienne, je m'y connais bien entre moi. Je suis incapable de faire ça. C'est du démarchage. Il peut être fait de manière extrêmement intelligente et éthique. Je pourrais apprendre à le faire. Mais alors là, on est vraiment dans une de mes zones d'inconfort total. Je le fais déjà pas dans ma vie quotidienne. D'aller démarcher les gens, j'ai déjà du mal à oser appeler les gens que j'aime. Enfin, là, on est sur une de mes façons d'être intrinsèques et profondes, une des manifestations de mon neuroatypisme ou neurodivergence. Euh, Si je vais là-dedans, je me fais du mal. Donc, je n'irai pas là-dedans, même si je pourrais apprendre à y aller. Et c'est en exerçant le discernement que j'arrive à savoir si là, je vais me faire du mal ou là, je peux y aller, mais avec une courbe d'apprentissage et peut-être de l'aide. Comment je le sais? Par quoi il se traduit? C'est quoi la clé magique pour ton discernement, Sophie? Je vous entends poser la question. Je me la pose à moi-même. Je me dis, mais tu leur as pas dit. Je vous montre. C'est là. Quand je parle de faire quelque chose qui est, qui est dans mes cordes, là, ça s'ouvre. Dans mon plexus, ça s'ouvre. Dans ma voix, ça descend. Ça se pose. Dans mes yeux, ça sourit. Et si je parle de faire quelque chose qui n'est pas mon truc, qui le sera jamais, qui fait vraiment pas partie de mes... C'est peut-être pas partie de mes cordes à moi, ça serre ici, ça se contracte un peu partout, ça se fronce. Je me dis, waouh, ouais, mais non, mais... ouf, j'ai vraiment... C'est pas que j'en ai peur de le faire, c'est pas que j'ai... Mais waouh, l'énergie dépensée pour un truc qui mais vraiment me parle pas. Et c'est Et c'est pas du tout simple lorsqu'on n'en a pas l'habitude de contacter cette réponse corporelle et de la distinguer. Là aussi, c'est du discernement à appliquer dessus, de la discerner de la peur. Parce que la peur aussi, ça peut me faire un coup au plexus, ça peut se serrer. Mais quand c'est de la peur, ça va venir me chercher ici aussi. Hmm. Si ça serre à la gorge, on est plus proche d'une peur. Chez moi.
Chez vous, c'est d'autres réponses corporelles, pas forcément les mêmes. Ça peut être complètement autre chose. J'en ai d'autres, hein, moi, des facilitateurs corporels, hein. J'ai la respiration, la hauteur de ma voix. Alors, j'ai mis pas mal de temps à les identifier parce que ben, j'ai exploré ça un petit peu toute seule, surtout les premières années. Aujourd'hui, je suis souvent amenée, en fait, avec mes clients, pendant les séances, à leur dire, c'est quoi, toi, ta réponse corporelle, elle se situe où? Et moi, je le vois chez eux, je le vois. Donc, je les amène à chercher, à découvrir, à sentir. Et parfois, je leur dis, mais t'as remarqué que quand quelque chose est bon pour toi, le timbre de ta voix fait ci, fait ça. T'as remarqué que quand quelque chose est bon pour toi, t'as une grande inspiration à chaque fois. Et puis les gens parfois me disent, ah non, j'avais pas remarqué, mais t'as raison. Donc là, exercice pour la semaine jusqu'à la séance suivante, c'est prête attention à chaque fois que ta respiration s'amplifie, que tu as un soupir. Prête attention à la hauteur de ton timbre, de ta voix. Prête attention quand tu te mets à faire des trucs avec tes mains, parce que tu le fais quand c'est pas OK pour toi. Quand c'est OK pour toi, tu ouvres, etc., etc. Donc le discernement, c'est pas dans la tête. C'est un exercice appliqué, mais si on ne fait qu'avec la tête, ça va pas suffire. Le discernement, le premier à discerner, c'est le corps. Comme ça, instantanément. C'est le plus rapide. Et c'est pas pour rien si beaucoup des techniques qui marchent bien sur le trauma, beaucoup des techniques qui marchent bien en coaching et dans les thérapies d'aujourd'hui, et notamment celles que je pratique, reposent sur la réponse musculaire. Vous savez, ce qu'on appelle le test de kinésiologie, qu'utilisent les kinésiologues, mais qui n'est pas leur apanage. Il est aujourd'hui utilisé dans pas mal de thérapies. C'est un raccourci, le test musculaire, de quelque chose que vous avez en vous et que vous pouvez utiliser tout seul, qui est votre réponse corporelle propre, la vôtre. L'identifier, et on peut jouer à l'infini avec ça. Euh, L'identifier permet ensuite de mettre en place des échelles assez subtiles. Euh, Par exemple, moi, si je suis en séance avec quelqu'un, et puis on cherche, on est en train on est en enquête là, on cherche la cause d'un comportement d'aujourd'hui dont la personne ne veut plus, qui lui pourrit la vie, et puis c'est pas elle. Elle me dit, moi, je veux plus faire ça, je veux plus être ça, je veux plus être comme ça, comment je fais? Alors on cherche, on enquête. Et puis parfois, on va tomber sur la réponse, elle ou moi, hein, ou les deux en même temps. Et plus la réponse, plus on va être proche de la réponse juste, plus moi ça va faire. Et alors, si ça fait ça en entier, c'est on est sur un haha moment, une prise de conscience majeure. Et là, je sais qu'on est dans le mille, que ce soit pour moi ou pour elle. Mais vous avez vous aussi, je les observe chez vous quand vous êtes mes clients, vous avez vous aussi vos réponses corporelles qui vont vous dire si c'est très très juste ou si c'est juste un peu juste. Et si vous êtes habitué à travailler avec votre intuition, vous voyez de quoi je parle. Et en revanche, si vous avez plutôt tendance à vous appuyer beaucoup sur le mental, vous avez remarqué que plus vous vous appuyez sur le mental, plus dans les périodes de crise, la confusion augmente. Et parce que plus vous vous appuyez sur le mental, plus vous vous coupez de cette entrée d'information qu'est le corps. Le discernement, ça passe par le corps. Additionné à votre intelligence, votre conscience appliquée. Bien sûr qu'il y a des domaines où même l'intelligence peut suffire. Si on vous présente un produit trop beau pour être vrai, il y a des grandes chances qu'il y ait une arnaque derrière. Mais là, vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre à voir quelle arnaque derrière. Mais si on est sur quelque chose de plus subtil, par exemple, vous vous apprêtez à choisir un accompagnant, un thérapeute, un coach, là, vous pouvez vous retrouver avec une proposition séduisante, puis vous avez envie d'y aller. Puis votre tête vous dit, ouais, mais tu vois, il est bien ou elle est bien parce qu'elle a ci, elle a ça. Puis il va vous faire une super offre bien calibrée. Donc vous allez lire l'offre, vous allez dire, ouais, elle est bien l'offre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, ça c'est votre tête.
Là, vous discernez avec votre tête. Mais si là, c'est fermé, c'est qu'il y a... Il me vient une expression horrible. Bon, je la dis quand même. Il y a une couille dans le potage. Si là, c'est fermé, chez moi, hein, si là, c'est fermé, c'est qu'il y a il y a un truc qui va pas. Et à ce moment-là, je vais me poser, je vais tout lâcher, je vais fermer les yeux, je vais dire, OK, elle me dit quoi cette offre? Elle me dit quoi cette personne? Vous voyez, c'est là. Chez moi, c'est ça. Il va y avoir un je le sens pas, c'est comme un mauvais goût. Ça veut pas dire que le coach ou la thérapeute est pas bien, hein. Ça veut dire que c'est pas pour moi. Je vais pas y trouver ce que je suis en train d'aller y chercher, même si ma tête essaie de me persuader que c'est bien. Mais ma tête, elle est peut-être en train d'essayer de me persuader que lui est bien parce qu'il y en a un autre dans le champ qui lui fait très très peur parce que lui c'est le bon ou elle c'est la bonne. Mais elle va m'amener plus loin, elle va ouvrir plus de portes, donc elle va activer beaucoup plus les mémoires de danger. Et les vigiles, là, dans leur salle au centre, eux, ils préfèrent qu'on touche pas, qu'on n'aille pas bouger trop de choses, qu'on n'aille pas changer trop. Donc ils peuvent essayer de nous adresser au truc là, qui est bien carré, sécurisé, qui n'est pas pour nous. Donc avec la tête, je vais choisir ça, mais si je demande à mon corps, il va choisir ça. Ça, c'est mon logo. Donc, oui, vous voyez le discernement, pour discerner, commencez déjà par cerner chez vous par quoi passe votre réponse corporelle. Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice de centrage pour aller un petit peu contacter la vôtre des réponses corporelles. C'est OK pour toi? Je lance un exercice euh, calme. Ouais. OK. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et peut-être avant ça, de trouver une posture, une position dans laquelle votre corps est tout à fait, mais alors vraiment tout à fait à l'aise. Prenez le temps de chercher. Pour moi, par exemple, ben, je suis bien calée dans un fauteuil avec les accoudoirs, assise en tailleur, et je prête attention. Je vais vous demander de le faire avec moi. Prêtez attention au point de contact de vos fesses, de vos cuisses, de votre dos, avec le support sur lequel vous êtes assis. Si vous êtes couché, faites le même travail en sentant la totalité de l'arrière de votre corps en contact avec le support. Sentez comme ça s'enfonce là, le bassin dans le support. Vous pouvez également sentir vos pieds au sol. Et je vais vous demander maintenant de prêter attention à vos mains. Qu'est-ce qu'elles touchent, vos mains? Qu'est-ce qu'elles sentent? Essayez de sentir chacun des points de contact de vos mains, comme si vous étiez capable de repérer comment chaque cellule de la peau de vos mains est en contact avec les atomes qui composent le support. Vous sentez vos mains complètement lucides et conscientes du support avec lequel elles sont en contact. Laissez venir l'inspiration, l'expiration qui se présente.
Sentez comment ça se pose. Maintenant, sentir chacun de vos doigts indépendamment, comme si c'était la première fois que vous découvriez que vous avez des doigts. Comme si c'était la première fois que vous sentiez le poids de chacun de vos doigts sur le support. Notez comment ils sont différents les uns des autres. Étonnez-vous de combien ça pèse une main et quelle taille ça fait par rapport au reste du corps. Est-ce que vous les sentez très grandes ou au contraire très petites? Est-ce que la main gauche fait la même taille que la main droite? Et pendant que votre corps s'enfonce comme ça dans tout le support, le fauteuil, le lit, je vais vous demander de penser à une situation dans laquelle on vous a présenté une proposition extraordinairement belle et bonne pour vous. Ce peut être une situation réelle que vous avez vécue, mais vous pouvez également imaginer une situation dans laquelle on vous présente une proposition dont vous savez par toutes les cellules, toutes les fibres de votre corps qu'elle est bonne pour vous. Observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que ça change de température quelque part? Est-ce que ça pétille quelque part? Comment ça respire? Est-ce que votre corps penche vers l'avant ou vers l'arrière? Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin, dans vos jambes? Est-ce que ça vous ancre ou est-ce que ça vous déstabilise? Comment ça fait dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre dos? Comment c'est dans vos yeux? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion ou de la rétractation, de l'ouverture ou de la fermeture? Est-ce que ça sourit? Notez toute la traduction du oui, oui dans votre corps. C'est cela que vous venez d'observer. Vous allez maintenant imaginer
toujours en sentant les points de contact de votre corps avec le support, toujours en sentant le poids de vos mains. Que l'on vous fait une proposition dont vous savez par toutes les fibres de votre être qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et comment ça fait dans votre corps? Comment est la forme de votre corps, sa posture? Est-ce que ça s'ouvre ou ça se ferme? Est-ce que ça s'avance ou ça s'éloigne? Qu'est-ce qui se passe dans votre visage, dans vos tripes? Comment ça se comporte dans votre cœur, dans votre nuque, votre dos? Comment est la lumière autour de vous? Quelle est l'ouverture de votre champ de vision? Est-ce que ça transpire ou pas? Et comment ça respire? Là, vous êtes en contact avec le non, le non, tout votre être qui dit non à la proposition. Et maintenant, je vais vous demander de revenir à une situation que vous avez réellement vécue cette fois-ci. Une situation dans laquelle vous vous sentez extraordinairement bien, détendu, en sécurité. Une de ces situations dans lesquelles vous recevez ou donnez de l'amour, ou bien c'est un paysage qui vous apaise et vous fait vous sentir connecté. Peut-être c'est un enfant, un animal, un souvenir, une œuvre d'art, une expérience lumineuse que vous avez vécue. Connectez-vous à ce moment avec toutes les fibres de votre être et sentez comment ça fait dans votre corps. Comment est la lumière à l'extérieur et à l'intérieur? La température, l'amplitude du souffle. Comment sont les endroits qui s'étaient fermés tout à l'heure? Comment est l'énergie en vous et autour de vous? Là, vous venez d'identifier votre point de départ.
celui où vous serez dans une absence de jugement, dans l'ouverture et la bienveillance, et où vous pourrez aller observer ce que vous vivez depuis ce lieu-là, cet état dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez imaginer que vous amenez, comme on projetterait un petit bout de film, vous amenez en ce lieu une situation difficile à vivre pour vous, une prise de décision, une interrogation. Et puis vous jouez à discerner, depuis cet espace sans jugement, qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Qu'est-ce que j'ai senti? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que je crois vrai dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai le désir de faire? Est-ce que ce désir est écologique pour moi? Quelles sont mes ressources? À quoi dois-je renoncer? Et pour quel bénéfice? Que vais-je entreprendre? Avec quelle énergie? Et pour accomplir quoi? Et est-ce que tout ça, c'est moi? Est-ce que c'est bien moi? Voilà, vous pouvez retourner dans vos mains, sentir à nouveau le contact des mains avec le support. Sentir leur poids et le poids de votre corps. Recontactez votre souffle, votre respiration. Est-ce que ça inspire, expire? Est-ce que c'est suspendu? Entendre les bruits autour de vous. Revenir au monde. Vous aurez acquis un peu de discernement par ces exercices. Vous aurez contacté votre oui intérieur. Vous aurez contacté votre non intérieur. Et vous aurez aussi contacté cet espace de ressources sans jugement, à partir duquel vous pouvez aller vous explorer afin d'aller discerner en vous les éléments du chaos intérieur. Et vous verrez, l'ordre va se ramener tout seul. Voilà mes amis lumineux. J'arrive à la fin de cette conférence. Alors, j'avais laissé un temps pour les questions-réponses, mais à cette heure, personne n'est là en direct. N'hésitez pas à poser les questions sous cette vidéo ou bien sur mon profil Facebook. Vous me trouverez avec facilité. Je vous souhaite une très belle soirée.